J'ai découvert le milieu e-commerce. J'ai commencé par faire du dropshipping pour me faire la main, savoir comment fonctionne un site, etc. Alors, j'ai fait plein de trucs en fait. J'ai fait de la rédaction de produits, de l'emailing, j'ai commencé à toucher un peu à la publicité. Et c'est là où en vrai j'ai grave appris des trucs. Je pense que ce qui m'a énormément aidé à me lancer au départ, c'est de me spécialiser justement dans un produit. Et je développe le produit de zéro en partant d'une matière. J'étais préparée à mettre plein gaz sur Google et Facebook parce que je savais exactement ce que j'allais faire. Et j'avais envie de trouver une source d'acquisition. Dans ma saison de revente, j'ai dit je prends l'expert Pinterest. Bonjour, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je suis avec Julie, donc Julie qu'on a accompagnée sur Pinterest sur le Q4 dernier et aujourd'hui le but c'est qu'elle nous partage son retour d'expérience, du coup comment elle s'est lancée sur la partie e-commerce et derrière justement comment elle a évolué, quel a été son parcours pour que vous puissiez justement avoir beaucoup d'apprentissage sur tout ce qu'elle a créé depuis le démarrage. Donc voilà, comment vas-tu Julie? Déjà merci pour l'accueil sur Malte, dans ton studio, c'est vraiment top, je suis super content de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et après, on va pouvoir démarrer directement. Ok. Bah écoute, désolée pour la météo. Franchement, il fait c'est vrai que je suis arrivée, c'était très, très gris alors que normalement, il fait super tout le temps beau. On était à la plage la semaine dernière. Enfin bref, anyway, désolée. Et ouais, bah welcome dans le studio du coup. Merci beaucoup. Du coup, Julie, qui es-tu? Let's go, ouais, on rentre dans le vif du sujet. Alors du coup, classique, je m'appelle Julie, 27 ans. Et du coup, je fais du e-commerce depuis quasi 5 ans. Donc j'ai créé ma marque en sortie d'études. Enfin, c'était même pas sortie d'études. J'ai arrêté mes études avant pour lancer cette marque, justement. Donc c'est une marque qui est dans la fashion et c'est une niche qui est saisonnière pour l'hiver. On rentrera dans le sujet après si tu veux. Ouais, carrément. Et comment ça t'est venu? Pourquoi tu t'es lancé en e-commerce? Quel a été ton background justement avant, sur cette partie école? Est-ce que ça avait un lien? Pas du tout. Et comment tu t'es lancé là-dedans? Yes. En gros, il n'y a pas de lien. Enfin, en fait, c'est marrant parce que justement, je réfléchissais à qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais à l'école et comment j'ai fait le switch en fait. Ça n'a rien à voir. Ok. Parce que c'est une personne en fait que j'ai rencontrée qui m'a qui m'a donné l'envie de me lancer dans l'e-commerce. Mais pour la petite anecdote, moi du coup j'étais en école de commerce dernière année et je préparais si tu veux, pour les examens de fin, on doit en fait créer un dossier comme si tu crées ta boîte en fait et il fallait la pitcher. Et potentiellement en fait on nous pousse à faire des projets que on aurait potentiellement envie de lancer pour de vrai. Et du coup, moi, c'était le cas. Et c'était dans la garde d'animaux. Ok. J'ai toujours été passionnée par les animaux. J'en ai eu. J'étais bénévole à la SPA. J'étais militante pour les associations avec les pancartes et tout. Du coup, je voulais lancer ça. Et en fait, je m'en suis rappelé tout à l'heure que c'est vrai que j'avais oublié que j'avais cette partie-là. Et du coup, quand je me suis lancée dans le e-commerce, j'étais en école de commerce. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, avait déjà sa marque. Et en fait, c'est devenu mon petit copain. Donc, j'ai vu en fait l'envers du décor. Et c'est pareil, en fait, c'est ouf parce que par rapport à mes études, je fais vraiment le rapport parce que pour moi, il y en a et il n'y en a pas, dans le sens où j'ai découvert le milieu e-commerce là où, en fait, en école de commerce, on m'en avait pas du tout parlé. J'avais jamais envisagé ça. Si tu veux, dans mon école, on nous apprenait plus à rentrer dans des grosses boîtes avec des services. Service marketing, service finance, etc. Et du coup, de pas forcément avoir l'agilité de créer son propre business. Donc ouais, pour moi, c'était quelque chose de totalement nouveau. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ta famille t'a supporté directement ou ça a été compliqué avec eux? Et comment ça a évolué par la suite? Ouais, du coup, moi, l'histoire avec mon copain de l'époque, elle est un peu particulière. Et du coup, c'est la raison, je pense, pour laquelle mes parents ne m'ont pas du tout soutenue sur le départ. Parce que j'ai une relation avec lui assez rapide où je me suis installée avec lui. Lui est expatrié en Andorre, donc je l'ai suivi. Donc, j'ai arrêté mes études 6 mois avant la fin. Et du coup, c'était un peu compliqué par rapport à ma famille vis-à-vis de ça, parce que moi, j'étais encore chez les darons. Je touchais le salaire de l'alternance. Donc là, quand je suis partie, j'avais je crois que j'avais 800 €, le chômage, quoi. Et j'avais jamais pris d'appart, etc. Donc moi, c'était plus compliqué vis-à-vis de ça, de me tailler, en fait, directement. Bien sûr. Et après, vis-à-vis du métier aussi, évidemment. J'ai pas de famille qui est dans l'entrepreneuriat.
Donc leur dire tu vas te lancer sur un site, enfin bref, ils comprenaient pas ce que je faisais, clairement. Je me souviens, même ma mamie, c'était la pire, elle pesait pas du tout ses mots, elle s'en rendait peut-être pas compte, mais enfin ouais, j'ai pas eu des paroles qui sont encourageantes en tout cas. Et qu'est-ce qui t'a fait justement poursuivre par rapport à ça? Tu sentais que derrière, il y avait une grosse opportunité à... Ouais, bah, en fait, c'est vrai que ça, c'est une grosse question. Genre, qu'est-ce qui a fait que malgré genre, mon entourage, parce que pareil, j'avais perdu ma meilleure amie, elle n'avait pas accepté la relation que j'avais eue avec mon copain, de partir, de quitter mon école, etc. Alors que j'allais aller au bout, quoi. Et en vrai, qu'est-ce qui m'a fait que j'y suis allée? En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est l'instinct. Genre, je suis pas du tout dans le milieu. Cette personne, je l'ai connue il y a quelques mois, etc. Et en fait, il m'avait posé une question. Il m'a dit, tu veux faire quoi après tes études? Et je lui ai dit, en vrai, je sais pas. Enfin, genre, j'avais envie de monter ce projet de garde d'animaux, là. Mais j'avais pas non plus une flamme, tu vois. Je sais pas comment dire. Et je savais pas trop comment m'y prendre, finalement, non plus. Tu vois, genre, tu fais un truc un peu scolaire, à respecter des protocoles, etc. Mais j'avais pas de personnes qui me suivaient, ça demandait de lever potentiellement des fonds, etc. Enfin bref. Donc je pense que c'est juste par dépit de choix où je me suis dit, en fait, t'as une opportunité de malade. Parce que en fait, lui, son site marchait déjà, il a monté ça avec son meilleur pote. Donc ça t'a prouvé que ça marchait aussi. Ouais, voilà, il avait un lifestyle qui était grave cool. Et pareil, lui, il avait pas d'études avant. Il avait arrêté, je crois, pour le bac. Donc, ça m'a vraiment aussi ouvert des portes en mode... il y a un autre monde qui existe où tu vas dans un truc, tu le lances et ça peut marcher, quoi. Donc, en vrai, je suis allée un peu à la confiance. Et après, le cheminement, comment ça s'est passé? Donc, au démarrage, vous avez lancé une boutique. Au bout de combien de temps ça a commencé à prendre aussi? Est-ce que ça a été assez direct parce que justement, tu as pu profiter de son expérience? Ou est-ce que ça a mis un peu de temps? Ça s'est passé comment exactement? Du coup, au départ, il m'a dit, écoute, si tu te lances dans le e-commerce, je serai toujours là pour t'aider. Mais c'est pas moi qui vais t'apprendre, donc tu fais comme moi. Tu vas sur YouTube, tu regardes les YouTubeurs, tu trouves des formations, etc. Et si tu as des questions, je suis là. Mais en gros, lui, il n'était pas là pour faire pour moi, quoi. Donc, en gros, j'ai commencé par faire du dropshipping pour me faire la main, savoir comment fonctionne un site, etc. Sauf que ça marchait pas. En vrai, j'ai essayé, je crois, trois sites différents, ça marchait pas. Et j'ai eu l'opportunité, du coup, de rentrer un peu dans son business à lui, qui tournait déjà très bien. Et c'est là où, en vrai, j'ai grave appris des trucs. Genre, j'avais commencé... Enfin, j'ai fait plein de trucs, en fait. J'ai fait de la rédaction de produits, de l'emailing. J'ai commencé à toucher un peu à la publicité. J'ai un background dans comptabilité aussi, donc ça l'a énormément aidé. Et ça m'intéressait de ouf aussi de voir un peu comment fonctionne économiquement ce type de business. Et du coup, j'ai bossé avec lui pendant plusieurs mois. En fait, il s'est séparé avec son associé. Et là, j'ai vraiment pris plus le lead dans son shop. Mais moi, j'avais quand même envie de monter mon truc. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, t'arrives à un moment où tu te dis, t'as essayé tes trucs en drop, ça marche pas. J'ai envie de monter un truc de mon côté. Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'ai eu de la chance parce que c'est lui qui m'a orientée vers la brand que j'ai créée. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il avait créé un shop avec son meilleur ami qui était saison hiver. Et du coup, il n'avait pas le temps de développer cette marque. Il avait trouvé le fournisseur qui était super cool, etc. Mais il y avait... Donc là, tu as démarré de zéro sur cette marque, du coup. Ouais, alors du coup, ouais. En gros, j'avais commencé le drop. Et là, compte tenu du fait qu'il avait déjà eu la preuve de marché avec le produit, bon, là, le site était vraiment dégueu et tout, etc. Mais le produit était très bon. Il m'a dit, je te donne ce contact. C'est ta chance, tu fais ce que tu veux avec, mais moi je sais que c'est un produit qui marche, que les gens aiment. Donc maintenant, fais ce que tu en veux. Et du coup, moi, je m'étais dit, vas-y, je mets les deux pieds dans le plat. Donc je vais faire du stock, faire la marque, refaire le branding. Et là, tu es seule à ce moment-là, il est juste là pour t'épauler à la limite si besoin. Ouais. Ok. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que vu que c'était saisonnier, donc c'est censé... la saisonnalité commence plus entre octobre et janvier, on va dire. Donc, en fait, moi, c'était peut-être en avril, je te dis quelque chose comme ça. Donc, j'avais grave du temps. Donc, en fait, j'ai vraiment pris le temps de créer le site, de commander... de faire toutes les photos avec ma famille.
Donc, du coup, c'était les moyens du bord. Hein. Donc, j'avais investi dans le stock. Je me souviens, j'avais économisé depuis que j'étais en alternance, je vais avoir 7 000 euros. Je crois que c'était 7 500 même. J'ai le chiffre en tête. 7 500. Et du coup, photo, pareil, je fais l'aller-retour entre Andorre et vers chez moi. Et je demande à mes sœurs si elles veulent bien être les égéries et mon beau-frère pour la face masculine du site. Photo à l'iPhone. Ouais. Tout le site à photo, à la voile et gaine, quoi. Et du coup, au niveau du stock, pareil, vu que je m'étais installée en Andorre avec mon petit copain, il y a une frontière, donc il fallait que je revienne en France dans tous les cas. Donc là, je vais toquer chez la mamie. Et je lui dis, mamie, est-ce que je peux lancer mon site et faire les commandes depuis chez toi? Donc, du coup, elle a accepté, elle était contente parce que, du coup, forcément, petite fille, mamie est contente. Ouais, bien sûr. Mais je me souviens de sa tête quand il y a UPS qui est arrivé avec les palettes. Enfin, non, en vrai, il n'y en avait pas beaucoup des palettes. Je crois qu'il y avait une grosse palette. Mais le garage, il n'y avait pas énormément de place. Du coup, je me souviens de sa tête. Elle était genre là, waouh, vas-y. Et du coup, c'était grave cool parce que, en fait, j'avais mis du stock dans le garage. Et puis, toutes les références, j'avais 10 unités par référence. J'avais 28 variantes qui étaient étalées sur le lit de la chambre d'amis. J'avais l'ancien bureau de mon papy. Et du coup, je faisais les commandes depuis ici. Ok. Donc ça a été sur la première année. Du coup, année. Et tu t'es lancé comment? Tu t'es dit, quel type de source d'acquisition tu as eu au démarrage? À l'époque, ça remonte à il y a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça? Alors, je suis trop nulle en date, mais du coup, ça fait 4 hivers acquis, là. Donc, ok. Ok. Et donc là, à ce moment-là, tu as créé le site. Donc, tu as eu une période entre avril, octobre, où là, tu as pu mettre les bonnes fondations. Et après, à ce moment-là, du coup, tu te lances sur quelle plateforme? Comment ça se passe au global? Et quels ont été tes premiers résultats? Ça a démarré direct ou ça a mis du temps pour avoir de l'attraction? Est-ce que tu t'en rappelles de cette partie-là? Ouais. Alors, je me souviens que je sais plus pourquoi, mais j'avais lancé le site tard. Je l'ai pas lancé en octobre, il me semble que je l'avais lancé début novembre. Et quand tu regardes la trend sur Google, c'est vraiment... novembre-décembre, c'est la période. Donc, en fait, je m'étais lancée en même temps sur Facebook et sur Google. Et en vrai, ça avait bien pris dès le départ. J'avais fait que des créas. Franchement, quand je regarde la gueule des créas aujourd'hui, c'est drôle. Mais oui, j'avais fait les créas à la main. C'est du Facebook de base? Facebook et Google. Facebook et Google, ok. Ouais, les deux. Et je pense que ça devait être du 50-50 au niveau des budgets. De la répartition, ok. Ça, c'est top. Du coup, tu fais ton premier hiver. Ça a été... Le produit, du coup, est bien validé. Ouais. Donc là, après, comment ça se passe sur la seconde phase? Parce que tu as beaucoup de saisonnalité. Derrière, justement, tu utilises cette phase un peu de down, où il y a un creux pour te reposer encore une fois et derrière repartir sur une bonne stratégie. Comment ça, où tu t'es dit, je vais créer un autre shop saisonnier pour compenser. Comment tu as géré ça? Alors, du coup, quand j'avais créé ma micro-entreprise, du coup, j'ai passé 2 mois en France. Et en fait, dès que la période haute, en fait, ça décline très vite. En fait, c'est ouf. La saisonnalité, c'est comme ça, en fait. Et donc, dès que ça a commencé à décliner, en fait, il me restait pas énormément de stock. Donc, j'ai tout remis au garage et je suis repartie en Andorre. Donc, en fait, j'ai dû fermer le check-out parce que plus personne n'était capable de... J'allais pas demander à ma famille, quand même. Donc, le site a été fermé début janvier, je crois. Donc, ça a tourné que 2 mois. Ok. Mais ça avait bien marché, donc pour moi, c'était validé. Tu te rappelles en chiffre d'affaires combien ça t'avait généré la première Ouais, dans les 200 et quelques. Ok. Sur la France. Ouais, franchement, j'étais pour un premier, c'est fou. Donc du coup, tu fermes tout le shop. Donc en fait, c'est simple, tu te dis... Là, le prochain round, il est dans 8-10 mois, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et comment tu fais pour aussi scaler? Parce que j'avais eu du mal aussi. J'avais eu beaucoup de ruptures de stock. Et c'était chiant parce que j'avais dû recommander en livraison express par avion pour essayer de temporiser un peu, tu vois. Et ça me coûtait hyper cher, en fait. Donc, c'est là où je me suis dit, là, avec le bénéfice que j'ai fait, il faut que j'optimise pour pas... c'était un peu des galères. Fallait tout remodifier le site ou essayer de faire un système de précommande pour les avertir que j'allais avoir des nouveaux coloris. Enfin, tu vois, je voulais vraiment... T'as 2 mois, en fait, faut tout donner, tu vois. Faut essayer de maximiser un max. Donc, du coup, j'ai voulu optimiser. Déjà, au niveau du temps. Parce que, en fait... là, du coup, le site, je gérais tout. Je gérais les publicités, il fallait refaire les créas, il fallait gérer le SAV, il fallait faire les commandes. Et je te jure, les commandes, tu t'en rends pas compte.
Mais ça prend du temps en vrai parce qu'il faut imprimer les étiquettes. Tu t'organisais comment pour la journée? Du coup, tu disais, je sais pas, matinée commande et après-midi travail ou inversement, je sais pas. Selon la quantité de commandes, je me levais super tôt le matin. Je faisais vite faire un check-up des mails, voir s'il n'y avait pas des urgences, des modifications de commandes. Ensuite, j'imprimais toutes les étiquettes. Je faisais toutes les commandes et en fait, fallait absolument qu'elles soient envoyées avant 16h. Enfin, moi, je mettais un point d'honneur pour que ce soit envoyé à la poste le jour même, pour que ça arrive très rapidement. Ouais. Donc, du coup, le reste de la journée, c'était consacré sur le site. Mais que le matin, tu gérais le SAV aussi, en plus. Tout, j'étais solo, ouais. Et tu as commencé à déléguer à quel moment? Qu'est-ce que tu as délégué en premier? Et qu'est-ce que tu conseillerais de déléguer en premier aux personnes qui nous écoutent? Du coup, la conclusion de cette première saison, parce que franchement, c'était grave intense, c'est que j'ai délégué la logistique, bien évidemment. Donc, du coup, je suis passée par... Je peux citer les noms ou pas? Ouais, bien sûr. Je suis passée chez Big Blue. Yes. Je pense que vous êtes content, mais j'étais contente de passer chez eux parce que du coup, c'est un logisticien qui est super bien implémenté au niveau de Shopify. Donc, moi, je leur ai filé le bébé, le stock. Et comme ça, je me suis dit, c'était un temps en moins à passer parce que vraiment, je passais genre 4, 5 heures, 6 heures des fois de commande. Et à la période de Noël, je me souviens, c'est vraiment genre de 6 heures du mat jusqu'à 16 heures. J'avais pas le temps de manger, je voulais absolument envoyer pour que ça arrive pour Noël, etc. Enfin, genre des journées de commande au garage. Enfin, bref, horrible. Et donc du coup, première délégation directe, c'est la logistique. Ouais. D'ailleurs, Big Blue, on a pas mal de clients chez Big Blue et franchement, tout le monde est super satisfait de ce service-là. Il y a certains critères à cocher, mais par contre, si les marques sont acceptées derrière, c'est du bonheur sur la partie logistique. Ouais, ils gèrent en vrai. L'expérience client est cool en tout cas. Oups. Et du coup, c'est la seule chose que j'ai déléguée la première année, je crois. Enfin, pour la saison qui arrivait, la saison 2. Après, ce qui est bien, c'est que côté SAV, c'était toi qui gérais, mais comme ça, tu as pu bien comprendre ton marché. J'y tenais. En fait, j'y tenais vraiment. Enfin, c'est vraiment souvent ce qu'on dit, le SAV, tu le délègues. Et ici, à Malte, on dit souvent, franchement, c'est pour 300 balles, même pas, tu délègues ton SAV comment ça s'appelle, à Madagascar ou des trucs comme ça. Mais moi, j'ai vraiment eu un point d'honneur à garder le SAV le plus longtemps possible que je pouvais. Pour vraiment comprendre tout, en fait, genre les clients, les problèmes du site, etc. Sauf que, en fait, ça m'a eu, en fait. Je me souviens parce que, du coup, j'ai rencontré Thomas. Et rebelote, j'ai encore un problème de... Enfin, tant mieux, mais j'ai encore un problème de stock. Arrivé à la période de Noël, j'ai pas assez de stock. Et donc, comme je refais la même strat, je recommande vite en express. Et donc, du coup, de nouveau, j'ai des budgets publicitaires qui sont bien plus importants cette fois-ci, même malgré le fait que j'ai plus la logistique. J'ai un SAV de malade. Pour la période de Noël, c'était horrible. C'était vraiment plus de 100 mails par jour. Ou c'est des gens, évidemment, qui sont stressés parce que c'est pour des commandes pour Noël. Et genre, moi, j'ai trop envie qu'ils reçoivent leur... Enfin, j'ai pas envie de les décevoir. Donc j'ai passé, genre, tout le mois de décembre à temporiser, à bouger le site pour faire le système de précommande, expliquer, essayer de voir s'ils peuvent changer de coloris. Enfin, bref. Donc, le SAV, c'est cool, mais ça peut vite prendre le dessus si tu as des problèmes en interne, etc. Donc, du coup, après, la conclusion, c'est quand tu finis la saison, c'est qu'il faut arrêter les problèmes de stock. Là. C'est bon, 2 années, c'est pas possible. Surtout que du coup, ça te bride, évidemment. Donc, deuxième année, j'ai tout gardé, mais j'ai un peu fait le burn-out du SAV, parce que surtout qu'en plus, c'est la période de Noël. Moi aussi, je rentre voir ma famille. Impossible de profiter d'eux. Je me souviens de mon deuxième Black Friday, juste pour la petite anecdote. Genre, j'avais fait mon premier Black Friday, j'avais fait évidemment les chiffres records. Et là, la saison 2, je me suis dit, vas-y, j'aimerais trop faire 10 000 €, tu vois. Et en fait, on avait fait un week-end famille. Donc, une fois par an, on essaie de faire un truc tous en famille, parce qu'on n'a pas l'occasion de tous se voir. Ma sœur habite en Suisse, enfin bref. Et je me souviens, j'étais derrière mon ordinateur. Il y avait plusieurs mails qui étaient envoyés dans la journée. Et j'ai encore l'image de ma famille qui joue au billard derrière, ma mère qui préparait le repas du soir et tout. Et je me sens... j'étais trop contente. Je voyais les chiffres monter. Genre, j'étais là, ouais, on a fait 8 000 genre, heure par heure, tu vois, j'augmentais. Tout le monde s'en battait les steaks. Ouais, ok. C'est horrible. Ah ouais. Enfin, bref. Donc, du coup, il y a des fois où tu te dis genre c'est trop cool, mais c'est bien aussi des fois d'accepter de déléguer finalement. C'est un peu la conclusion que je me suis dit. Il faut accepter du coup de... Et tu l'as délégué comment cette partie-là SAV? Et du coup, comment ça s'est... Est-ce que c'est toujours la même personne qui gère ça actuellement ou comment ça a été fait?
Alors, du coup, j'ai l'impression que je me mélange dans les saisons, mais je me suis dit que j'allais embaucher des stagiaires, que ça allait m'aider. Parce que du coup, pareil, j'ai perdu énormément de focus à vouloir faire de l'Instagram organique sur un shop qui est saisonnier où, en fait, quand tu sors de la saison, tout le monde s'en fout. Ouais. Enfin, ça, j'ai eu du mal à l'accepter parce que je pense que je suis un peu genre la génération faut être sur Insta, faut avoir des abonnés, nanana. Et du coup, je me suis pas mal acharnée à faire de l'organique. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre 3 stagiaires d'un coup, 6 mois, ils vont venir à Malte et tout. Donc, il y avait une personne qui s'occupait des réseaux sociaux, une autre qui s'occupait plus de la partie genre motion design, enfin branding, on va dire, designer. Et ça, quand tu as une société... parce que moi, j'ai vraiment l'image en tête que c'est uniquement quand tu as une société en France que tu peux avoir des stagiaires, etc., alternants. Quand tu as une société à l'étranger, ça se passe comment, justement, pour... Ouais. À Malte, bah, du coup, je parlais pour Malte, parce que je connais que ça. À Malte, peu importe la société que tu as, tu signes un contrat avec l'école en question. Et derrière, tu peux prendre... ok. Ça marche pour les... Tu sais, si c'est juste pour les stagiaires. Alternants, ça marche aussi. Pour tous les cœurs de... Ou t'as pas l'info, je sais pas. Alternant, je sais pas. Ok. Honnêtement, je pourrais pas te dire. Très clair. Donc là, du coup, tu as délégué à ce moment-là SAV, logistique. Non, j'ai pas encore délégué le SAV. Pas encore le SAV, ouais. ok. Donc comment ça se passe, ce stagiaire qui arrive? Ouais, bah du coup, j'avais pris une autre stagiaire, la 3e. Elle était assistante de direction, donc elle m'aidait pour tout ce qui est sourcing, amélioration de process, prévisionnel, etc. Et je l'avais pas embauché sur le SAV, parce qu'en fait, ils sont venus pendant la période hors saison. Ok. Donc c'était vraiment pour repréparer la saison suivante. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé avec eux la saison. Et c'est seulement, en fait, cet hiver-là, j'ai un bug dans les saisons, mais en fait, c'est seulement l'hiver qui vient de passer là, où, du coup, j'ai refait appel à cette 3e personne qui s'appelle Léa. Moi, je trouve ça trop cool, parce que du coup, c'est parti d'un stage, et en fait, je la rappelle. Et du coup, maintenant, elle fait mon SAV. Donc, je suis contente, et j'espère qu'elle bossera pour d'autres missions, mais... j'y vais step by step. Je sais pas pourquoi je suis lente à déléguer, mais bref, step by step. Donc, ouais, du coup, j'ai délégué le SAV seulement cet hiver. Et il n'y a qu'en fin de saison de cette année-là que j'ai commencé à déléguer l'emailing. Parce que je voulais voir, je voulais rechallenger le truc. Parce que j'ai fait beaucoup... j'ai bossé pour faire de l'emailing pour aussi le site de mon ex-copain. Donc, j'étais bien dedans, mais j'avais envie de rechallenger le truc. Donc, j'ai pris un freelance à la fin de la saison pour voir. Et... Ça a donné quoi? En vrai, en termes de design, je trouve que c'est dur d'être content de quelqu'un d'autre. C'est dur. Je sais pas si toi, tu as des feedbacks, justement, où en passant par une agence ou un freelance, ça upgrade l'image de marque. Mais du coup, moi, je trouvais que c'était moins l'image, c'était moins soigné. T'en penses quoi? Ça, là-dessus, tout dépend après du brief que tu donnes, etc. Après, il y a des agences qui sont vraiment spécialisées là-dessus, tu vois, sur du design, email, marketing, justement, qui sont là pour challenger sur la partie design pur. Après, tout dépend de l'enjeu et du type de prestataire que tu prends. Si tu prends un prestataire qui est vraiment là que pour de la performance, quitte à négliger le design, ou si justement c'est un prestataire qui est centré design plus perf, ou que design. Donc ça dépend du profil que tu as sélectionné. Mais là-dessus, en termes de design d'email, c'est vrai qu'après, tu es attaché à ta marque. Tu as eu 4 hivers, 4 saisons. C'est un comportement totalement normal. Et par rapport à ça, comment tu vois l'évolution des produits sur les prochaines saisons? Est-ce que tu restes cantonné sur certains produits? Et comment tu comptes gérer ça pour la suite? Alors, du coup, j'ai commencé avec un monoproduit décliné en une 30aine de coloris. Et j'ai eu que ce produit pendant 3 ans. 3 ans qu'un produit. C'est seulement l'hiver là qui vient de se passer où j'ai voulu commencer à élargir la gamme sur un autre petit accessoire qui va très bien avec. En fait, c'est plus la combinaison des deux. Ouais, quasi. Et en fait, c'est un produit qui est encore plus petit en termes de recherche. Et je pense que le concept, il est validé. Donc, justement, là, c'est là que c'est cool. C'est que ça fait 1 an maintenant que je suis en train de développer un nouveau produit. Et là, c'est du textile, de l'habillement.
Et c'est une niche qui est beaucoup plus grosse. Et c'est hyper challengeant parce que du coup, je ne suis pas du milieu de la mode ou quoi que ce soit. Et je développe le produit de zéro en partant d'une matière qu'il faut mélanger parce que je veux apporter ma touche, en fait. Donc, ça part vraiment de la matière au design. Et moi qui ne suis pas dans le milieu, bah en fait... Il y a les enjeux de taille dans la mode aussi. Ouais, bah là, pour l'instant, je ne suis pas encore à la taille. Je suis encore à la phase de prototypage. Normalement, le dernier prototype arrive la semaine prochaine. Mais du coup, pareil, ça, c'est passionnant. Parce que, en fait, juste pour... peut-être pour faire une parenthèse, mais ceux qui osent pas se lancer, en fait... des fois, genre, juste, tu te lances dans le truc... Bah tant pis, tu vas trouver des solutions. Je suis pas dans le milieu de la mode. J'ai une copine qui a une marque, elle a employé quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, où tu as juste à faire un rendez-vous avec elle pendant 2 heures. Elle va revenir avec les fournisseurs, les prototypes, les photos. 15 jours après, elle te fait les essayages. Le truc, il est nickel. Bah tant pis, bah, moi j'ai décidé de partir de zéro, où j'ai juste en fait des first pour savoir quel produit je voulais lancer, parce que tu as dans le textile, tu as plein de trucs. First, j'ai envoyé un questionnaire à mes clients. C'est eux qui ont décidé du deuxième produit. Et il y avait le troisième qui arrivait le produit que je vais lancer là, qui arrivait dans le sondage aussi, mais qui était beaucoup plus compliqué à développer. Donc, je me le suis réservé pour l'hiver qui arrive. Et du coup, deuxième questionnaire pour affiner ce produit-là. Et donc là, bah, du coup, tu sais à peu près ce que les clients ils veulent. Coupe, matière, nanana. Et en fait, moi, je suis allée sur Paris sur un salon du textile où il y avait plein de fournisseurs pour aller toucher les matières, etc. C'est vraiment genre à l'ancienne, hein, genre tu touches, ouais, c'est doux, pas doux, j'aime bien, j'aime pas, tu vas discuter avec les fournisseurs, etc. Et après, avec ça, je me suis fait un peu une data de voir quelle matière était bien ou pas. Et tu combines. Et après, je reprends contact avec mon fournisseur. Et après, c'est à lui de faire opérer la magie. Exactement. Et du coup, c'est grave cool. Mais pareil, au niveau des designs, juste pour l'anecdote, je suis arrivée avec 2-3 combinaisons de photos de trucs qui ont matché dans le sondage. Et pareil, ça te fait opérer la magie. Mais après, forcément, bah, tu as des trucs qui vont pas, genre manches trop longues, etc. Donc, tu ajustes. Et du coup, là, j'espère que c'est le 3e échantillon. Ce sera le bon. Carrément, ok. Et ça, là-dessus, pour en revenir juste à ton... produit principal. Comment ça s'est passé en termes d'offres marketing? Qu'est-ce qui a le mieux marché? Est-ce que tu as fait des bundles? Est-ce que justement qu'est-ce que tu as fait en termes d'action marketing? Parce que je pense que tu as fait pas mal de testing là-dessus. Ouais. Ah ouais, du coup, ça, c'est une bonne question parce que moi, j'arrive sur une niche qui est quand même assez concurrencée par des très gros acteurs d'ailleurs qui proposent déjà toute la gamme de produits, de vêtements, quoi. Et donc, du coup, je pense que ce qui m'a énormément aidé à me lancer au départ, c'est de me spécialiser justement dans un produit. C'est la référence de ce produit-là. Donc, du coup, au niveau du mot-clé, SEO, etc., je retombais assez bien sur mes pattes. Et en fait, tout l'univers du site, c'est ça. C'est ce produit-là. Et vu que c'est très saisonnier, moi, j'ai tout fait en sorte que ça évolue. Saison automne, les photos évoluent. Et le best, du coup, c'est Noël. Genre, vraiment, le shooting photo, il est fait en sorte que tout soit autour de Noël. À tous les ans, d'ailleurs, ça, c'est marrant. Tous les ans, je loue un Airbnb. Et je demande à ma famille qui participe. Et c'est un bordel. Faut monter le sapin en 24 heures, tout monter. Tu fais un shooting pendant toute une journée. Ils sont rincés à la fin, mais du coup, je ressors avec mon shooting de Noël et là, je redébarque sur les réseaux et c'est l'idée cadeau. En fait, moi, je pense que ce qui m'a distingué, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est spécialiser dans un produit, the idée cadeau, et vraiment de target juste là-dessus. Il y a aussi l'offre comme tu m'as dit, bundle. Moi, je fais l'offre 2+1 offert. Okay. Et en fait, le fait que j'ai un monoproduit qui est décliné en une 30aine de coloris hommes et femmes et plus ou moins tout âge, en fait, je faisais en sorte que mes créas, tu te dises, ah bah ouais, trop bien. Alors, du coup, cette couleur, ce sera pour ma sœur, elle, la tata, et l'autre, ma mamie, tu vois. Et je pense que c'est ça l'angle marketing qui marche. Qui marche bien. Ouais. Ok, super clair. Donc là-dessus, comment ça s'est passé? Donc là, on était à la première saison du coup où tu lances en termes de marketing sur Facebook et Google. Ouais. Après, comment ça se passe? Du coup, tu fais plusieurs saisons les deux. Comment ça se passe en termes d'évolution de budget? Ouais. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que la répartition a changé? Et après, on y viendra, mais comment Pinterest est arrivé dans le lot? Ok, parce que j'allais embrayer sur Pinterest.
Parce que du coup, comment ça s'est passé? En vrai, c'est à peu près 50-50. Mais je crois que c'est quand même 65% de mémoire. Je crois que Google... En tout cas, en termes de rentabilité, c'est Google le mieux. Ok. En termes de budget, c'est grosso modo 50-50, je crois, mais légèrement plus Google quand même. Du coup, je fais deux saisons, ça marche bien. Et après, je me dis, vas-y, c'est bon, j'ai pris la confiance, je vais me lancer sur l'Allemagne, l'Irlande et... Non, c'était même la saison 2, c'était la deuxième saison. Enfin, j'ai pris la confiance directe. J'ai voulu lancer 3 autres pays, dont le Royaume-Uni aussi. Ça m'a fait perdre un focus de malade. Parce que du coup, évidemment, j'avais pas trop délégué encore, donc il faut tout dupliquer, etc. Et du coup, j'ai perdu un focus sur la France, ce qui fait qu'en fait, la saison 3, j'ai pris une revanche où j'ai pas fait les autres marchés. Je fais que l'Allemagne, j'ai supprimé Royaume-Uni et Irlande. Et là, j'ai voulu prendre ma revanche sur les ads parce que du coup, j'avais pas pu les exploiter comme je voulais du fait de la part de focus d'être partout. Et donc, en fait, j'embraye. C'est genre, là, j'étais préparée à mettre plein gaz sur Google et Facebook parce que je savais exactement ce que j'allais faire. Et j'avais envie de trouver une autre source d'acquisition. Et c'est là où Pinterest est arrivé. Et en vrai, j'avais même testé avant de faire appel à toi la saison d'avant. Sauf que j'ai pas réussi. Ouais, okay. Du coup, là, dans ma saison de revanche, j'ai dit je prends l'expert du Pinterest et je vais voir à quel point ça peut changer, en fait. Parce que un spécialiste ne peut qu'être meilleur. Ouais, carrément. Et ça a donné quoi typiquement, pourquoi de base t'es allé sur Pinterest? Et surtout l'audience qui match bien. C'est quoi qui t'a fait dire, ok... peut-être ça n'a pas marché, il y a plein de personnes qui auraient pu dire j'y vais pas. Et pourquoi tu t'es dit bon, je vais quand même creuser Comme tu l'as dit dans tes vidéos, Pinterest c'est adapté aux femmes de CSP+, on va dire. Moi, ma cliente type, mon persona, c'est vraiment la femme de plus de 50 ans. Ok. Et je suis dans la mode. Et visuellement, c'est quelque chose qui visuellement, de par les variantes de couleurs, peuvent être exploitées par l'image, enfin la créa, quoi. Donc, j'ai fait qu'écouter tes conseils, Lucas. Ouais, merci beaucoup. Et en termes de créative, de base, comment ça se passe sur Facebook? Est-ce que de base, tu avais testé les deux? Sur Pinterest, on y viendra après, mais comment ça se passe quand tu fais ton shooting? Tu fais du statique, de la vidéo. Comment tu t'organises sur cette phase-là? Parce que c'est super intéressant d'avoir un shooting et nous, ça nous a vachement aidé sur Pinterest d'avoir des créas et des shootings ultra quali, directement saison plus Noël, idée cadeau avec le bon angle. Comment tu t'organises là-dessus? Et comment tu t'inspires aussi? Ouais, grave. Du coup, au niveau des shootings, c'est vrai que du coup, c'est chaud parce que du coup, comme je t'ai dit, moi, je suis restée avec ma famille. Toute ma famille fait j'ai pas pris de prestat. Donc, en fait, j'essaie de faire en sorte de faire un gros shooting quand je reviens. Donc c'est vrai que ce qui est chaud, c'est d'anticiper les saisonnalités, comme tu l'as dit. Moi je vais essayer d'anticiper l'automne, l'hiver, donc je vais faire mes photos pour potentiellement améliorer mes fiches produits, mais aussi je vais penser à mes créas. Maintenant j'arrive avec un brief, c'est créa en général, vu que toutes les fiches produits sont faites. Donc non, je les anticipe, hein. Je fais du script s'il y a besoin de parler ou quoi que ce soit. C'est de la préparation, clairement. Et là, en termes de créative qui marche bien historiquement, c'est quoi? C'est du statique, plutôt de la vidéo, des deux. Tu montres directement, c'est en montrant le produit ou avec un angle avec un sapin derrière, typiquement. Il y a un peu de tout. T'as identifié des patterns typiquement qui fonctionnent bien? Eh ben... Tu vois, paradoxalement, je me suis dit, cette année-là, je me suis dit, je vais mettre un budget dans les créas, parce que jusqu'ici, je faisais à l'iPhone. Et Dieu sait que les vidéos Samsung, le floutage, il est dégueu. Donc, je me suis dit, vidéaste. Là, je vais faire un truc trop bien. J'avais fait un super script, il y avait 3 vidéos. Et j'avais loué un beau Airbnb. J'étais allée chercher un vrai sapin au mois de septembre. Je suis allée dans une pépinière acheter ça. Enfin bref, j'ai vraiment essayé de faire les choses bien carrées. Et en fait, c'est les créas qui ont moins bien marché. C'était des vidéos qui duraient 30 secondes à peu près, full Noël. On voyait toute la famille, il y avait ma mamie, il y avait mon beau-frère. Enfin, j'avais fait toutes les générations. Donc pour moi, c'était tout... professionnel à fond. Vraiment avec la data que j'avais, genre vraiment de reprendre les patterns de famille, Noël, nana. Et ça n'avait pas marché. Donc en fait, au final, ce qui marche le mieux, c'est plus les créas plus simples où le message est beaucoup plus rapide.
qu'une vidéo où c'était un peu une histoire, si tu veux. Enfin, donc ouais, malgré le fait que je pensais que par rapport au pattern, ça allait fonctionner, ben, ça n'a pas du tout marché. Et en fait, parallèlement, j'avais lancé d'autres créas, beaucoup plus simples. Et c'était des créas qui duraient max 15 secondes avec le message publicitaire qui était beaucoup plus rapide. Là où celle que j'avais tournée avec le vidéaste pour un peu plus se projeter, je m'étais grave inspirée des Coca-Cola, des Ferrero Rocher. À Noël, ouais. quand tu regardes la télé à Noël, c'est toujours un peu story-télé. Et ben... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non. Ok, ouais. Bah, ça, c'est assez impressionnant. Enfin, souvent, même nous, on a des clients qui dépensent énormément, qui font appel à des studios spécifiques, etc. Et finalement, c'est la créa UGC. C'est ouf, hein. Justement, UGC. Moi, j'ai commencé que là, cette année. Enfin, du fait que j'ai une saisonnalité en retard, je suis arrivée un peu en retard au niveau de ça. Mais ça marche très bien, par contre. Ouais. Donc ça, là-dessus, après, pour faire un petit point, ce qui avait bien marché sur Pinterest, que sur les campagnes en parallèle... la plupart, je crois que c'était des UGC. Ouais. Pas forcément où on parle, avec une musique. Créa statique aussi. Mais globalement, ouais, beaucoup d'UGC. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti directement sur un ciblage mots-clés, comme sur Google, où on va cibler vraiment le cœur de cible par rapport aux mots-clés spécifiques produits et de la thématique. Surtout que ça suit la saisonnalité. Tu as un cas de figure où il y a énormément de saisonnalité. Mais d'ailleurs, c'est chaud ça vis-à-vis de Pinterest. Le fait que du coup, l'algo mette du temps à se chauffer. Ouais. Mais c'est un peu aussi pareil pour moi. Genre, je sais jamais au niveau de Facebook, Google moins, mais sur Facebook, je sais jamais non plus à quel moment je peux envoyer la sauce au niveau du budget. En plus, on a eu un hiver qui a été un peu décalé. Il faisait chaud. Donc, moi, c'est pareil au niveau de Facebook, mais Pinterest aussi. Du coup, c'est toujours un peu le challenge de se dire à quel moment tu vas pouvoir ouvrir les valves pour lancer le budget. Mais si tu n'es pas raccord avec la saisonnalité, c'est chaud. Ouais, là, ça a démarré typiquement le mois d'octobre. On a démarré pas loin du 1er octobre. Le premier mois, vraiment pas terrible du tout. De toute façon, c'est des choses qu'on sait. L'algo est long. Et en plus, si tu n'as pas de saisonnalité, c'est le mauvais combo à avoir. J'avais pas du GC en plus à cette époque-là. Enfin, bref, et après, du coup, là, budget à 50 € par jour, globalement. Et après, on a monté progressivement 75, 95 € avec un scaling horizontal. Et derrière, où ça a commencé à bien prendre, c'est vraiment... on a eu un hiver bien décalé, mais vraiment à partir du 10-15 novembre, ça a commencé. 20 novembre, après, c'est parti vraiment fort. Et juste avant Noël, les plus gros pics sont arrivés à ce moment-là. Mais ça, là-dessus, c'est un cas de figure assez intéressant où... dans tous les cas, il faut toujours démarrer sur des... Même, tu vois, à un moment, au démarrage, tu te dis, OK, on va même limite essayer de démarrer autant à plus de budget. Mais non, il faut vraiment temporiser parce qu'on sait que c'est totalement une phase qui est normale. Et après, ça monte progressivement. Donc, après, au global, en termes d'opération, si tu me permets de partager les chiffres. Vas-y. Du coup, on a dépensé 10 000 € sur la période, ROAS à 4. Ce qui était super intéressant, c'est qu'en termes de... coût pub, on était sur des CPM sur le Q4, vraiment une période ultra concurrentielle à 2 €. C'est permis même autant de favoriser aussi les publicités sur Facebook, parce qu'il y a du trafic qui découvre via Pinterest, convertit sur Facebook et inversement. Et ça, c'est important. Taux de clic à 1,15%. Avec les créas UGC qui ont bien marché. Donc ça, c'est... Mais ça, du coup, par rapport au CTR, etc., ça m'a bien aidé, moi, justement, de faire des reportings quasi toutes les semaines avec Théo, parce que je connaissais pas forcément Pinterest, comment ça fonctionne, etc. Puis j'étais pas sur l'UGC, et en fait, c'est de petit à petit qu'on a réussi à vraiment augmenter les taux. Carrément, ça s'est fait au fur et à mesure. Et après, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment un avant-après. Avant UGC, après UGC, truc de fou. Donc ça, c'est top. Et après, ça a redirigé plus de 56 000 personnes sur la page et 40 000 € de générés. Donc retour sur investissement à 4 en moyenne. Ce qui est vraiment correct pour un premier lancement. Après, il y a eu cette première phase. En fait, ce qui se passe, c'est que clairement, le mois d'octobre, on a dépensé un petit budget pour chauffer l'algo. C'est limite ça qui nous a pénalisé. Et puis après, sinon, on serait sur un retour sur investissement si on prend juste la période novembre, décembre plus important. Mais il y a toujours cette phase où il faut chauffer l'algo. Donc voilà. Et là, du coup, c'est quoi les estimations et les objectifs pour toi sur l'année prochaine? Du coup, tu souhaites étendre un peu la gamme produit. En termes de marché, est-ce que tu souhaites en tester d'autres? Quels sont les enjeux là-dessus? Je suis en plein dedans, là. Du coup, je développe ce fameux produit.
Et j'ai du coup la question de est-ce que je vais sur d'autres marchés. Et en fait, ouais, il y a un marché, moi, qui m'attire, c'est le Royaume-Uni. Parce que du coup, en termes de recherche, bref, l'audience colle. Le seul truc qui est compliqué, c'est le fait qu'il y ait les douanes. Donc, en fait, c'est un peu compliqué d'envoyer depuis la France, de ce que j'ai compris. Enfin, justement, j'étais en recherche de témoignages là, les semaines passées pour voir si c'était possible d'envoyer depuis le stock français. Et du coup, c'est pas le cas. Enfin, moi qui dois livrer pour Noël, par exemple, je peux pas me permettre que ça soit bloqué en douane parce qu'il y a un problème de paperasse ou je ne sais quoi. Donc, ouais, du coup, je crois que je vais me lancer sur le UK. Je suis en train de faire mon prévisionnel, là, de voir combien de trésors et tout faut que je sorte, parce qu'il faut que je fasse du stock en France, pour la France et l'Allemagne, et du coup, que je consacre un stock spécialement pour le UK. Mais du coup, ouais, je pense que je vais me lancer sur ce marché totalement inconnu aux batailles. Mais ouais. Non, c'est top. Et là-dessus, est-ce que tu as pensé à créer une marque justement pour combler la saisonnalité ou justement tu souhaites rester focus à 100% et comment tu le vois dans les prochaines années? Est-ce que tu souhaites justement avoir ce gros pic de saisonnalité ou pourquoi pas une deuxième En vrai, j'y ai pensé à faire un shop été. Enfin, j'ai failli, en fait, je t'avais raconté vite fait, mais en gros, t'as deux choix. C'est soit tu continues avec ta marque hiver et du coup, si tu te lances sur de l'été, finalement, tu vas bosser toute l'année et c'est là où tu potentiellement perdras du focus sur ton shop principal. Ou je focus, j'ai qu'un truc dans le viseur, c'est mon shop actuel, tu vois. Et du coup, la réponse, elle s'est vite faite parce que du coup, je voulais créer un produit qui était innovant et c'était super complexe à créer. Et de par les barrières et le timing à créer, au final, je me suis dit, vas-y, focus sur ton shop. Donc, ouais, en fait, non, la conclusion, c'est je focus sur mon shop actuel. Et quand tu t'approches de la saison, est-ce que tu as un petit stress de ouf. Ouais. En fait, c'est comme quand tu arrêtes de faire du vélo. Tu sais pas si ça a pu marcher. Parce que tu as préparé toute la saison, etc. Et c'est le moment. Ok. Et ça, du coup, ton prévisionnel, du coup, là, tu vises une augmentation de combien de pourcents de chiffre d'affaires? Tu veux une croissance. Enfin, ça s'est passé même comment, l'évolution de chiffre d'affaires, à peu près, grosso modo, au fil des années? Est-ce qu'il y a eu vraiment une année où ça a tout explosé? Comment ça s'est parti? Du coup, il y a eu 4 hivers. Premier hiver, j'étais contente de mes résultats. J'avais fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Deuxième hiver, j'avais fait 400 000 euros, mais j'avais fait le même bénéfice parce que j'avais grave perdu en focus du fait d'avoir sorti 3 autres pays, quoi. Et après, j'ai rencontré Thomas de The Deployer. On a refait mon site. Et là, j'ai une croissance de 40% de CA, mais 70% de bénéfices. Okay. Ça m'a changé. Ouais. C'est là où maintenant, du coup, c'est ça où je peux avoir la possibilité de créer un autre shop avec du stock, ou alors vraiment, du coup, de m'ouvrir sur un autre marché qui demande du stock, sinon je pourrais pas m'autofinancer. Mais du coup, ouais, ça m'a grave... ça a été game changer pour moi de revoir mon site, de vraiment comprendre... il y a eu une grosse phase d'études sur le site, l'amélioration, etc. Et ça fait une grosse évolution. Donc, du coup, qu'est-ce que je prévois pour l'année prochaine ? Moi, ce que je me souhaite, c'est pour la France de stabiliser parce que je sais que j'ai une petite niche et en fait que... Tu vas être capé en termes d'audience. Mais je le sens déjà, en fait, que je suis capée, j'ai pas le choix. Je la vois déjà, le cap. C'est pour ça que je crée un autre produit aussi, pour me rouvrir un peu des barrières, des horizons. Et comme c'est un marché qui est plus gros, qui est à la recherche, qui est beaucoup plus grosse, en vrai, j'espère que je ferai au moins 30% de plus d'évolution, on l'espère. Ouais. Et Royaume-Uni, en vrai, gros point d'interrogation, parce que... j'y vais avec des pincettes, parce que je sais que... je me suis lancée sur l'Allemagne, je pensais que ça allait être facile, parce que pour moi, Allemagne-France, c'est à peu près pareil, au niveau de la saisonnalité, pouvoir d'achat, etc. J'ai un peu galéré. Donc, du coup, en vrai, le Royaume-Uni, je sais pas, je me prononce pas trop. Ouais, carrément. Mais pour la première année, en vrai, je pense que je vais être indulgente, déjà... Et tu vas prendre combien de stock? T'as fait là, t'es en plein estimation, mais tu souhaites prendre un risque qui est léger ou tu souhaites t'organiser comment là-dessus? En vrai, je suis sur un risque moyen, dur, dans le sens où j'ai prévu de mobiliser 200 000 euros de trésorerie.
En gros, ouais, je pense, enfin, c'est pas un all-in, mais en tout cas, je me donne les moyens de lancer le truc, quoi. Ouais, carrément. Pas de faire les choses à moitié. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que vu que c'est saisonnier, soit tu le fais pour l'hiver, soit, enfin, faut attendre un an après. Donc, plus j'écoute des podcasts mindset, plus je me conforte dans l'idée que vas-y, on y va. Ouais, carrément. Bon, mais top. Hein. Bon, en tout cas, merci pour tout ce que tu as partagé. Vraiment super clair, un super parcours et vraiment. C'est super intéressant d'avoir cette vision parce qu'on a beaucoup de marques finalement qui sont tout le temps en evergreen, etc. Ouais. Et super intéressant d'avoir ta vision là, sur cette partie saisonnalité. Là-dessus, tu t'inspires de marques qui sont sur un modèle comme ça? Et si oui, est-ce que c'est plus aux US Ben, alors moi, j'aime bien... je m'inspire de marques, mais par contre, elles sont pas saisonnières. Et je sais pas comment elles font. Qui sont aussi dans ma niche, on va dire. Soit, comme moi, genre, elles font pas évoluer le produit par rapport à la saisonnalité, pas faire des trucs plus légers. Soit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des très gros acteurs où ils font saison, collection, été, automne, automne-hiver, printemps-été. Et donc là, c'est un shop qui tourne toute l'année, mais au niveau des trends, il y a quand même une saisonnalité. Donc, je m'inspire d'eux, mais... Et ton site, quand il est off, c'est affiché quoi Du coup, mon site, quand il est off, j'explique pourquoi il est off. Tout simple. Parce qu'il y a un problème de saisonnalité, parce qu'on prépare une saison. Je suis assez transparente là-dessus, en fait. Okay. C'est une petite boutique et on ne peut pas se permettre de faire tourner toute l'année. Parce que, tout simplement, moi, je ne pourrais pas laisser du stock à disposition sur des étalages pré-picking chez mon logisticien. Si je fais 3 ventes par jour, tu vois, ça serait pas rentable. Donc, en fait, c'est expliqué comme ça. Et tu récupères des mails pour justement les... Ouais, j'explique. En gros, je dis retour. On est de retour en septembre avec les précommandes. Mettez votre mail. Okay. Et ça réagit bien dès le démarrage, dès que tu relances les mails? Ou est-ce que tu as souvent une phase où en mode ça met un peu de temps et c'est vraiment novembre, décembre Non, en vrai, c'est cool. En fait, je rouvre en septembre, mais c'est pas encore la saisonnalité. Il fait toujours chaud. De plus en plus, j'ai l'impression même. Du coup, ouais, j'ai quand même une clientèle qui est contente parce que je fais un peu des promos, donc elle profite directement, donc ça relance et je fais pas de pub, c'est en précommande, le stock n'est même pas prêt à être envoyé, j'envoie début octobre en vrai. Okay. Donc ouais, j'ai quand même une audience qui réagit prêt à acheter avant et après je relance les pubs gentiment. Ouais. Ok. Mais le mois d'octobre il est quand même long à lancer en pub, je trouve. Ouais, c'est vraiment novembre, décembre, ça bombarde. Mais sinon... Surtout avec le réchauffement climatique, on va voir ce que ça donne. Ouais, je te jure, je sais pas où on va aller, mais ouais. Ça va être autant un peu décalé. Bon, top. Hein. En tout cas, merci encore pour tout ce que tu as partagé. Avec plaisir. Et puis, c'était vraiment top. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Merci encore pour l'invitation à Malte aussi. Super cool. J'espère que le soleil va arriver, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et merci encore, Julie, pour ta présence et tout ce que tu as partagé.